Merci beaucoup de votre présence et je laisse la parole à M. Venne-Persel. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation à tous ceux qui ont contribué à ce que cet événement puisse avoir lieu. Merci à toutes et à tous pour votre présence ce soir. Et je vais essayer de ne pas parler trop longtemps parce que sinon je vais rater mon train ou vous n'aurez pas le temps de poser des questions, ce qui serait dommage dans les deux cas. Alors, je vais essayer d'explorer l'affirmation qui fait partie de mon titre, Changement climatique, la situation est grave mais pas désespérée. Et une bonne partie des informations que je vais déposer sur la table avant notre dialogue viennent des rapports du GIEC. Alors, quelques mots pour rappeler ce qu'est le GIEC, dont j'ai eu l'honneur d'être vice-président jusqu'en 2015. Je ne le suis plus maintenant, ce serait l'usurpation de dire que je le suis encore. Le GIEC a été créé il y a un peu plus de 30 ans par les Nations Unies, par l'Organisation météorologique mondiale d'une part et le Programme des Nations Unies pour l'environnement d'autre part, non pas pour faire des recherches supplémentaires sur les changements climatiques, mais pour faire quelque chose qui, d'une certaine manière, est encore plus original que ce que des recherches supplémentaires pourraient apporter, à savoir faire l'évaluation de l'état des connaissances de la manière la plus rigoureuse, la plus objective possible, à propos de toutes les dimensions des changements climatiques, aussi bien les processus à l'œuvre, les facteurs d'influence naturelle, anthropique, qui influencent le climat à l'échelle de temps qui nous intéresse, celle des quelques siècles qui viennent, mais aussi, et c'est évidemment important, les conséquences, si nous restons sur la trajectoire actuelle, les conséquences que l'on pourrait éviter si on prend des mesures d'adaptation. Un exemple de mesure d'adaptation, c'est construire une digue pour protéger les régions côtières de l'élévation du niveau des mers qui accompagne le réchauffement du climat. Pour prendre un exemple de mesure d'adaptation, c'est une mesure qui diminue la gravité des conséquences, mais qui ne s'attaque pas aux causes. Les mesures qui s'attaquent aux causes sont dans la catégorie de ce que l'on appelle en français, je n'aime pas beaucoup cette traduction du mot anglais mitigation, mitigation. La traduction utilisée, c'est atténuation. Je trouve que ça rend mal le terme anglais, mais je vais quand même l'utiliser puisque c'est le terme officiel. Et l'atténuation, c'est tout ce qui concerne les réductions d'émissions de gaz à effet de serre qui étaient ce soir dans l'actualité puisque les Nations Unies ont publié via l'Organisation météorologique mondiale aujourd'hui un nouveau rapport attirant l'attention sur l'urgence de la situation. Vous en avez peut-être entendu parler dans les médias ce soir. Alors, sur la base que je viens d'expliquer, je vais parcourir avec vous un certain nombre de faits, il y en a 9 je crois, et un certain nombre d'éléments de solutions qui permettront d'avoir un dialogue informé par la suite. Premier fait, il est très simple, il n'y a pas de planète B, c'est quelque chose qui est bien connu, mais pour illustrer ce point-là, je voudrais montrer cette très belle photo de la planète Saturne. Je sais que nous sommes ici à côté d'un magnifique planétarium, donc je suis sûr que ce type d'image est projeté régulièrement. Et si je vous la montre, ce n'est pas seulement pour rappeler que Saturne est une planète quasiment inhabitable, parce qu'elle est à moins 200 degrés Celsius en surface, mais aussi parce que le même satellite, le satellite Cassini, qui a mis très longtemps à parcourir le 1,5 milliard de kilomètres qui nous séparait à ce moment-là de Saturne, a aussi pris cette autre photo qui montre non seulement de plus près les anneaux de Saturne, mais montre aussi ce petit point ici. Et ce petit point, c'est notre planète. Et donc, d'une certaine manière, cela illustre notre position assez fragile dans le système solaire. On est juste à la bonne distance du Soleil pour ne pas avoir trop chaud, comme Vénus par exemple, qui est à plus 500 degrés Celsius, avec une atmosphère par ailleurs très riche en CO2. On n'est pas trop loin du Soleil, comme Saturne, moins 200 degrés Celsius. On a une atmosphère, on a de l'eau, on a toute une série de gaz qui permettent la vie. Nous avons une chance extraordinaire, et pourtant, cette atmosphère fine et fragile, comme le suggère aussi cette autre très belle photo prise par les astronautes à bord de la Station spatiale internationale, cette atmosphère, nous l'utilisons comme une grande poubelle pour nos gaz à effet de serre, et c'est ce qui
contribuer à changer la composition même de l'atmosphère terrestre et au passage dérégler le système climatique. Je voudrais vous montrer à quel point nous avons changé la composition de l'atmosphère en vous montrant cette double animation. Sur la gauche, et dans les deux cas, vous avez les mois de l'année autour du cercle, vous avez l'évolution depuis 1850 de la concentration en CO2, celle qui est dans les médias ce soir et qui le sera sans doute encore dans les journaux écrits demain matin. On est parti de 280 ppm. Les ppm, ce sont les parties par million, les millionièmes en proportion de CO2 dans l'atmosphère. On est parti de 280 en 1850, avant que l'activité industrielle n'ait fortement accru la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Et vous voyez que nous avons dépassé depuis peu 400 millionièmes, 400 ppm dans l'atmosphère. Cette représentation, je l'aime bien aussi parce qu'elle suggère visuellement, même si ce qui est montré, ce n'est pas ça, mais elle suggère visuellement l'épaississement d'une couche d'isolant thermique autour de la planète. Parce que c'est ça qui se passe en fait. Ce CO2, qui est un des gaz à effet de serre, le principal d'origine humaine, piège la chaleur terrestre comme le ferait en quelque sorte, même si les mécanismes ne sont pas tout à fait les mêmes, un isolant thermique de plus en plus épais autour de la Terre, et en dessous de cet isolant thermique, forcément, il fait de plus en plus chaud. C'est d'ailleurs ce que montre l'autre animation sur la droite, aussi depuis 1850. C'est une animation qui montre l'évolution de la température en moyenne mondiale, en écart par rapport à la température moyenne de la fin du 19e siècle. Et vous voyez qu'on a déjà gagné à peu près 1 degré, qu'on se rapproche dangereusement de la fine ligne rouge que vous devinez peut-être et qui se trouve ici et qui indique le niveau de réchauffement de 1,5 degré au-dessus du niveau de la fin du 19e siècle. Alors ce n'est pas seulement la température moyenne qui augmente, c'est aussi toute une série d'événements extrêmes. Et les deux phénomènes pour lesquels les choses sont les plus claires sont les suivants. Les périodes caniculaires, donc le nombre de jours extrêmement chauds, typiquement une température supérieure à 30 degrés, qui a augmenté, dont la fréquence a augmenté depuis 1950, l'intensité également, et d'autre part les pluies intenses qui sont devenues de plus en plus courantes pour la raison très simple que dans un climat qui se réchauffe, il y a davantage d'évaporation à la surface des océans, donc davantage de vapeur d'eau en moyenne dans l'atmosphère. Et donc quand les conditions sont réunies pour que cette vapeur d'eau se condense, eh bien, les quantités de précipitations qui tombent sous la forme de pluie ou, si jamais il fait encore assez froid pour que cela soit sous la forme de neige, les précipitations de neige sont beaucoup plus abondantes avec toutes les conséquences que l'on peut imaginer pour la pluie en termes d'inondation. Alors, ces événements extrêmes ont des conséquences. On sait que les vagues de chaleur tuent. Elles ont tué l'été 2003 15 000 personnes en France, 70 000 en Europe, dont 1200 en Belgique. Et les canicules de cet été, je connais déjà les chiffres pour la Belgique, c'est 716 décès supplémentaires. C'est probablement beaucoup plus pour la France, mais je n'ai pas encore vu de chiffres officiels. Et pour l'ensemble de l'Europe, ce sont probablement des milliers. Les inondations, qui sont évidemment facilitées par des pluies plus abondantes, qui sont aussi facilitées dans les régions côtières par l'élévation du niveau des mers qui accompagne le réchauffement, je vais y revenir, eh bien, ont causé des inondations comme celle de Venise il y a quelques jours. Dans ce cas-là, c'était principalement la superposition à un niveau des océans élevés d'une marée élevée associée à une tempête qui pousse l'eau vers l'intérieur des terres et a provoqué cette élévation temporaire du niveau d'eau qui a eu toutes les conséquences que vous connaissez. Donc, cette comparaison que je faisais tout à l'heure avec une couche d'isolant qui augmente en épaisseur permet de comprendre, en fait, sans aucun modèle climatique, sans aucune équation, pourquoi, si on veut que le réchauffement soit limité, soit stabilisé et qu'on ne dépasse pas un certain niveau
de température. Pourquoi il faut arriver le plus vite possible à des émissions nulles, ou en tout cas des émissions nettes nulles, mais là c'est dans la nuance et la différence entre les deux n'est pas très grande. Des émissions nettes nulles, ça veut dire ne pas émettre plus que ce que les systèmes naturels ne peuvent absorber, mais dans les faits, c'est très proche d'émissions qui sont nulles. Alors que l'élévation de la concentration, je vous l'ai montré pour les 150 dernières années, mais si on prend du recul et qu'on regarde l'évolution au cours des 10 000 dernières années, ce qui est montré ici, eh bien on voit à quel point elle a été rapide au cours des 200 dernières années, puisque cette concentration a été très stable pendant tout, et le climat a été très stable pendant les 10 000 ans, les quasi 10 000 ans qui ont précédé la révolution industrielle, et au cours des 200 dernières années, on a eu cette explosion. Vous avez la valeur ici au mois de mai dernier, 415 ppm. Un an avant, en mai 2018, c'était 412. Donc pour le moment, la concentration augmente de 3 ppm chaque année. Alors je vous ai montré la corrélation, le parallélisme entre l'évolution de la quantité de CO2 dans l'atmosphère et la température. Ça suggère que l'un est la cause de l'autre, mais ça ne suffit pas, évidemment, pour être convaincu que l'un est bien la cause de l'autre. Pour cela, les climatologues utilisent toute une série de méthodes, mais une des principales est la suivante. Et je pense que c'est important de l'expliquer parce que si on n'a pas la conviction, la preuve que ce sont bien les émissions de gaz à effet de serre qui provoquent le réchauffement du climat et que c'est bien le résultat d'activités humaines, bien alors nous ne savons pas sur quoi nous pouvons agir. Si nous pouvons prouver que ce sont bien des facteurs humains, bien ça veut dire que nous allons pouvoir influencer ces facteurs. Alors voilà comment les choses se passent avec cette méthode-là. Voilà l'évolution de la température au cours des, grosso modo, 100 dernières années. C'est la courbe noire, en écart par rapport à la moyenne sur la période. Et ce que nous allons faire, c'est essayer de simuler cette évolution observée de la température à l'aide de modèles climatiques. Ce sont donc des modèles qui, comme les modèles de prévision du temps, intègrent toutes les connaissances scientifiques que l'on a sur le fonctionnement de l'atmosphère, des océans, etc., et qui permettent de faire des expériences que l'on ne peut évidemment pas faire dans la réalité. Et on peut faire, comme première série d'expériences, des expériences où on force ces modèles avec les seuls facteurs naturels qui influencent le climat à cette échelle de temps-ci, et les seuls facteurs naturels qui influencent le climat à cette échelle de temps-ci, la précision est importante, ce sont les petites fluctuations de l'activité solaire, d'une part, et ce sont les éruptions volcaniques, d'autre part. Et ça va nous donner la courbe bleue qui est ici. Et la courbe rouge, au contraire, et vous la voyez ici jusqu'en 1990, le premier rapport d'évaluation, Assessment Report, AR1, le premier rapport d'évaluation du GIEC, publié en 1990. La courbe rouge, elle, est obtenue à l'aide des mêmes modèles, mais qui cette fois sont forcés par les facteurs naturels aussi, toujours, bien sûr, ils continuent à jouer leur rôle, mais en plus, on ajoute l'effet des facteurs humains, et parmi ceux-là, principalement les émissions de gaz à effet de serre. Alors on voit que la courbe rouge a l'air de coller beaucoup mieux à la courbe noire. On aurait déjà pu être tenté de conclure en 1990 que eh bien, la preuve était là. On avait besoin des facteurs humains pour expliquer les réchauffements. Avec les seuls facteurs naturels, on n'y arrivait pas. Et pourtant, le GIEC a très prudemment et très correctement, je pense, dit en 1990, dans son premier rapport, une détection sans équivoque de l'effet des activités humaines prendra probablement plus d'une décennie. Pourquoi? Eh bien parce que, au sens statistique, les différences entre les deux courbes n'étaient pas suffisamment nettes pour exclure l'hypothèse qu'avec les seuls facteurs naturels, on ne puisse malgré tout expliquer le réchauffement observé. Mais vous voyez bien qu'il n'a pas fallu attendre 10 ans. Dans le rapport suivant, en 1995, l'écart est plus grand. Dans le brouillard des données, on commence à voir un effet des activités humaines qui émerge statistiquement. Le GIEC conclut un faisceau d'éléments suggère une influence perceptible des activités humaines sur le climat, et puis les choses se sont emballées par la suite, puisque, et se sont quantifiées aussi, elles ont pu être quantifiées aussi au cours des 3 rapports qui ont suivi, jusqu'au dernier rapport complet du GIEC publié en 2013,
le GIEC a fini par conclure il est extrêmement probable, un niveau de certitude qui dépasse 95%, que l'influence humaine a été la cause dominante du réchauffement depuis le milieu du XXe siècle. Et sans être certain de ce qu'il y aura dans le prochain rapport, qui sera pour cette partie-là publié en 2021, dans 2 ans, on peut imaginer que ce sera probablement des termes encore plus forts. L'étape suivante dans le vocabulaire, c'est virtuellement certain. On verra si cette expression est utilisée ou pas. Donc maintenant qu'on a établi, et ceci est une des méthodes pour l'établir, que c'est bien l'augmentation de la concentration en gaz à effet de serre qui cause le réchauffement, on peut s'intéresser au climat du futur. Pour travailler sur le climat du futur, on doit forcément considérer différents scénarios, puisque personne ne peut deviner, ne peut prédire quelle va être l'évolution de la concentration en CO2. On doit donc faire des hypothèses. Et voilà les 4 scénarios principaux considérés par le GIEC à ce sujet, pour ce qui concerne la concentration en CO2. Vous avez le scénario supérieur, qui est une espèce de scénario prolongation des tendances actuelles, business as usual, comme on dit en anglais, le RCP 8.5, comme on l'appelle, et le scénario à l'autre extrême, tout en bas, le bleu foncé, qui s'appelle le RCP 2.6, c'est un scénario où, vous le voyez, la concentration est stabilisée à peu de choses près au niveau actuel, donc aux alentours de 400-410 ppm. Quand on fournit ces scénarios, en tout cas les 2 scénarios extrêmes, au modèle climatique dont j'ai parlé tout à l'heure, voilà les résultats que l'on a pour l'évolution de la température en moyenne mondiale au cours des 100 prochaines années. Voilà pour le scénario inférieur, eh c'est une augmentation d'encore 1 degré au-delà de la température actuelle. Et pour le scénario RCP 8.5, eh c'est une augmentation de température au-delà des températures actuelles, qui ont déjà grimpé de 1 degré par rapport au niveau pré-industriel, de l'ordre de 3 à 5 degrés à la fin du siècle par rapport au niveau actuel. Attention, ce sont des chiffres en moyenne mondiale. Quand on va voir la distribution dans l'espace, et je vous le montre juste pour le scénario extrême et pour les modèles les plus sensibles, pour que les choses soient les plus claires en ce qui concerne le pire des scénarios, on voit que le réchauffement est nettement plus fort sur les continents que sur les océans, d'abord, et d'autre part que quand on se rapproche de l'océan Arctique, du côté du pôle Nord, parce que la glace sur l'océan Arctique fond substantiellement et que cela participe à une certaine amplification du réchauffement, eh bien on atteint des valeurs, vous avez le code de couleur là en dessous, qui dépasse 9, 10, 11 degrés dans le nord du domaine montré ici. Donc ce sont des changements énormes en termes d'habitabilité de ces régions, effet sur la santé, effet sur les écosystèmes, etc. Peut-être plus préoccupant à long terme, nous sommes probablement en train, à l'heure où nous parlons, déjà de dépasser ce que j'appelle la température de conservation des grandes calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique, qui ensemble contiennent l'équivalent de 65 mètres à peu près de niveau des mers mondiales. Et donc le risque d'une élévation du niveau des mers de plusieurs mètres d'ici un siècle ou 2 est important. Ça peut vous paraître surprenant, comment une augmentation de température de quelques degrés peut-elle avoir de tels effets? Eh bien pour cela, je vous propose un petit retour dans le passé. Il y a 20 000 ans, lors du dernier maximum glaciaire, on a retiré les nuages pour que vous puissiez mieux voir, voici comment se présentait notre planète. Avec 2 calottes glaciaires supplémentaires, en plus de celle sur le Groenland, celle sur l'Antarctique, elle est de l'autre côté de la Terre, on ne la voit pas, mais elle est toujours bien là. Une calotte glaciaire de 2 à 3 km d'épaisseur sur l'Amérique du Nord, et une autre sur le nord de l'Europe et la Scandinavie. Tellement de glace sur ces 2 régions que le niveau des océans à ce moment-là est en moyenne 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Tout cela est bien documenté, on a des observations géologiques, etc. Les choses sont très claires. Eh bien, si je vous montre cela, c'est parce que la différence en température moyenne de la planète entre cette situation-là, il y a 20 000 ans, et celle d'aujourd'hui, elle n'est que de 4 à 5 degrés en moyenne mondiale. Et nous allons, si nous restons sur la trajectoire actuelle, vers une augmentation de température de 4 à 6 degrés, si on
établi cette différence de température par rapport au niveau pré-industriel, non pas dans 5000 ans, mais à la fin de ce siècle. Donc, les conséquences d'un réchauffement qui serait aussi élevé que celui sur la trajectoire duquel nous sommes pour le moment pourraient être très importantes. Alors, je vous rassure, il n'y a plus 120 mètres de niveau des mers à gagner. Je ne connais pas l'altitude de l'île, je ne sais pas à quelle altitude nous sommes ici, et je ne sais pas si l'île serait menacée par une altitude... oui, quelle est l'altitude ici à l'île? Quelqu'un connaît l'altitude de l'île? 20 mètres, ah oui, c'est pas si haut que ça, 20 mètres. Eh bien, ce qu'il y a dans le Groenland et l'Antarctique, s'ils fondaient tout à fait, c'est 65 mètres. Donc on ne pourrait plus avoir 120 mètres, ça c'est la partie rassurante des choses, mais 65 mètres, c'est tout de même beaucoup. L'autre élément rassurant, c'est que pour fondre des calottes glaciaires aussi importantes que celles du Groenland et de l'Antarctique, il faut des milliers d'années, et donc ça ne se passerait pas. En quelques décennies ou en quelques siècles, ça prendrait longtemps, mais tout de même, on est parti pour quelques mètres d'augmentation du niveau des mers si on ne change pas très fortement notre manière d'utiliser et de produire de l'énergie. Un cinquième fait que je voudrais déposer sur la table, parce que je pense qu'il est important aussi, c'est que 7 millions de personnes chaque année décèdent à la surface du globe, dont un demi-million en Europe, ce qui n'est tout de même pas rien, à cause de la pollution de l'air. Alors c'est un autre problème que celui des changements climatiques, d'accord, mais les causes sont largement les mêmes, parce que cette pollution, elle vient, et notamment la pollution par les particules fines, elle vient très largement de la combustion du charbon, du pétrole, du gaz, les combustibles fossiles, de la combustion du bois, qui est très polluante en termes de particules fines. Et cette pollution, elle a des effets beaucoup plus rapides que les changements climatiques. Ce qui est intéressant du point de vue politique, du point de vue de la gestion du problème climatique, parce que ça veut dire qu'en s'attaquant à la consommation des combustibles fossiles dans tous les secteurs d'activité, on peut avoir des effets à plus court terme que les effets que l'on finira par avoir sur les changements climatiques. Et parmi ces effets à plus court terme, eh bien, il y a une amélioration de la qualité de l'air et donc des conditions de vie, notamment pour ceux qui sont les plus vulnérables à la pollution de l'air, les enfants, les personnes âgées, les asthmatiques, les personnes cardiaques, etc. Alors, puisqu'on parle des impacts de la pollution de l'air ou des changements climatiques, je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'une caractéristique très commune à tous ces impacts, c'est que les pauvres sont affectés les premiers, alors que nous sommes tous sur le même bateau. Pour illustrer ce point-là, j'aime bien montrer cette photo prise en 2005 dans les rues de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, après le passage de l'ouragan Katrina, qui avait inondé une grande partie de la ville. Et on voit ces deux personnes qui sont pauvres, en plus. L'une d'elles est handicapée. Comment est-ce que je sais qu'elles sont pauvres? C'est très simple. Si elles n'étaient pas pauvres, elles ne seraient pas là, je vous l'assure. Elles auraient probablement fait comme les autres riches Américains qui ont quitté la ville à ce moment-là dans leur 4x4. Elles sont allés passer la nuit dans un motel en dehors de la zone inondée. Et donc, les pauvres sont bien souvent bien plus affectés par le même événement que les autres. Et c'est quelque chose dont il faut être conscient également. Plus près de nous que la Louisiane, puisqu'on parle de l'élévation du niveau des mers accompagnant le réchauffement du climat, pensons à la population égyptienne, 10 millions de personnes, il y a 20 ans en tout cas, quand ce diagramme a été tracé par Time Magazine, qui habitent dans la zone représentée en rouge, ici dans le delta du Nil. 10 millions d'Égyptiens, probablement plus aujourd'hui, dans une zone qui est à moins d'1 mètre au-dessus du niveau de la Méditerranée, alors qu'on est parti pour une élévation du niveau des mers d'au moins 50 cm d'ici la fin du siècle, probablement proche d'1 mètre, si pas plus, d'ici la fin du siècle. Donc ce sont des millions de personnes qui vont devoir déménager. Les écosystèmes ont commencé aussi à souffrir de la situation, alors que nous dépendons dans de multiples domaines de leur bon état. Et pour citer un seul exemple, je parle de la grande barrière de corail au nord-est de l'Australie, dont un inventaire détaillé en 2016 a montré qu'il n'y avait que 7% qui avaient échappé à ce qu'on appelle le blanchissement des coraux, qui est la première étape de leur mort, en fait.
Et ce blanchissement des coraux est dû d'une part à des vagues de chaleur marine. Oui, il y a aussi des vagues de chaleur dans les océans. Et les coraux sont très sensibles à une petite augmentation de température. Et les coraux sont aussi sensibles à un autre phénomène qui est aussi associé aux émissions de CO2, à savoir l'acidification des océans. Il faut savoir que quand nous émettons du CO2, et en tant qu'humanité, nous émettons aujourd'hui 40 milliards de tonnes de CO2 chaque année, eh bien, à peu près un quart de ces émissions humaines de CO2 sont absorbées par les océans. Alors, d'une certaine manière, c'est bien, c'est positif, parce que ces 10 milliards de tonnes absorbées par les océans ne restent pas dans l'atmosphère et ne participent donc pas à intensifier l'effet de serre. Ça, c'est le côté positif des choses. Le côté négatif des choses, c'est que quand on rajoute du CO2 dans l'eau, eh bien, il se passe la même chose que quand on rajoute de l'eau, du CO2 dans de l'eau qui n'en contient pas. On la rend pétillante, bien sûr, mais on la rend aussi un petit peu plus acide. Hein, on sent cette petite acidité dans l'eau pétillante. Eh bien, ce que nous sommes en train de faire, c'est d'acidifier les océans, ce qui rend évidemment la vie marine plus difficile. 8e élément d'informations important, je pense, pour réfléchir à cette question des changements climatiques. Rien qu'aux États-Unis, il y a chaque année $1 milliard à la disposition de ceux qui sèment la désinformation, on les appelle parfois les marchands de doute, à propos de différents aspects des changements climatiques, que ce soit les phénomènes à l'œuvre, que ce soit les processus les plus importants, ou que ce soit les alternatives à l'utilisation des combustibles fossiles, parce que ce $1 milliard, il vient des lobbies des combustibles fossiles. On n'a pas de chiffre aussi précis pour l'Union européenne, mais il n'y a pas de raison de penser que ce soit 10 ou 100 fois moins en tout cas. Alors avec $1 milliard par an, je vous assure qu'on finance beaucoup de pages Facebook, de vidéos YouTube semant de la désinformation. On subsidie la publication de beaucoup de livres contenant de la désinformation et on peut faire douter pas mal de monde. Parlons de milliards de dollars, disons un instant, tournons-nous un instant vers l'Union européenne qui dépense tous les jours, 1 milliard d'euros, fait 400 milliards d'euros par an, 4000 milliards d'euros tous les 10 ans, simplement pour acheter des combustibles fossiles à l'extérieur de ses frontières, pour faire tourner notre économie, faire avancer nos voitures, nos centrales électriques là où elles sont alimentées au charbon ou au gaz par exemple. 1 milliard d'euros, c'est un montant considérable, alors qu'on dit parfois qu'il n'y a pas d'argent pour organiser la transition vers un système énergétique ou une économie plus propre. C'est une question très largement de volonté politique, de réorienter ces montants très importants qui servent aujourd'hui à l'extérieur de l'Union européenne à acheter des biens, des matières, des ressources qui sont simplement brûlées, disparaissent donc et au passage dérèglent le climat et acidifient les océans. Il est temps donc de nous tourner vers quelques éléments de solution. Je n'ai aucune prétention à l'exhaustivité, je vais simplement déposer quelques pistes sur la table. Et je pense que vraiment la première qui doit être déposée sur la table, c'est le fait que la survie de l'humanité et des écosystèmes doit devenir une priorité politique à tous les niveaux de pouvoir, comme si nous étions tous engagés dans une course pour la vie. Bien sûr, nous avons l'accord de Paris, c'est magnifique, mais c'est un cadre magnifique. Et ce cadre est encore très insuffisamment, je vais vous le montrer dans un instant, rempli de mesures, d'actions efficaces qui réduisent les émissions, qui aident à l'adaptation, qui aident les pays en développement à financer les mesures qu'ils prennent, etc. Donc il y a encore énormément de choses qui manquent du côté de la volonté politique au plan international. Une chose que la conférence de Paris, qui aboutit à cet accord de Paris qui va entrer en vigueur à partir de 2021,
et qui va être un des enjeux, la préparation de cette entrée en vigueur va être un des enjeux de la conférence des parties, la COP. Une COP, c'est une Conference of the Parties, c'est la conférence des parties, donc c'est simplement la réunion annuelle des pays qui ont ratifié l'accord, qui va se réunir, comme vous le savez, à Madrid à partir de la semaine prochaine. Une des décisions qui a été prise à la COP 21 est aussi d'inviter le GIEC à clarifier la question de l'aggravation des impacts quand on passe d'un réchauffement de 1,5 degré au-dessus du niveau pré-industriel à un niveau de réchauffement de 2 degrés. C'était une des questions que les décideurs politiques se posaient au moment de l'accord de Paris. Et comme il n'y avait pas de réponse claire à cette question, l'objectif de l'accord de Paris a été exprimé comme suit. L'objectif de l'accord de Paris est de tout faire pour empêcher que le réchauffement dépasse une valeur qui se trouverait bien en dessous de 2 degrés, dit le texte, tout en poursuivant les efforts pour essayer que ce ne soit pas 1,5 degré, ce qui est quand même assez ambigu comme formulation. Et comme ce n'était pas très clair, la COP 21, qui s'est réunie à Paris il y a 4 ans, a aussi demandé au GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, dont j'ai dit quelques mots au début, de produire un rapport spécial sur cette question des impacts différenciés pour 1,5 degré, pour 2 degrés, et aussi sur l'ampleur différente des efforts à faire et des mesures différentes à prendre si on veut respecter un objectif de 2 degrés ou un objectif de 1,5 degré. Entre parenthèses, il n'y a plus d'objectif de 2 degrés nulle part. Ça, c'était un ancien objectif qui précédait Paris, puisque je viens de vous le dire, l'objectif de la conférence de Paris, de l'accord de Paris, ce n'est plus de rester en dessous de 2 degrés, c'est de rester en dessous, de maintenir le réchauffement bien en dessous de 2 degrés, ce qui n'est pas la même chose tout de même. Et donc, le GIEC a été invité à produire un rapport spécial, dont vous avez peut-être entendu parler l'an dernier, il a été publié en octobre l'an dernier, sur cette question du réchauffement de 1,5 degré, les risques y associés, les mesures qui seraient nécessaires pour ne pas dépasser ce niveau-là. Et soit vous lisez le rapport en question, qui fait 1500 pages, je crois, soit éventuellement vous lisez une des lettres que j'ai publiées avec mon équipe tous les 2 mois, et nous avons publié en octobre dernier une lettre consacrée à ce rapport spécial et qui l'explique dans les termes les plus simples possibles. Ces lettres, vous pouvez vous y abonner gratuitement et le site pertinent est indiqué ici. Alors, ce que ce rapport spécial contient, entre autres, c'est la forme et les chiffres pertinents en ce qui concerne les réductions d'émissions et les trajectoires d'émissions que devrait suivre l'humanité pour rester en dessous de cette limite de 1,5 degré, au-delà de laquelle toute une série d'impacts deviennent significativement plus graves, notamment en termes de fonte des calottes glaciaires, mais pas seulement. Et voici la forme des trajectoires qui sont compatibles avec cet objectif-là. Et cette forme, elle est très simple, c'est ne pas dépasser, cesser de dépasser chaque année le niveau de l'année précédente, autrement dit, arriver à un plafond en termes d'émissions mondiales de CO2 le plus vite possible, et puis décroître les émissions rapidement. C'est encore ce que l'Organisation météorologique mondiale, dans le rapport publié aujourd'hui, a parlé, de manière à arriver aux alentours de 2050 à des émissions nulles de gaz à effet de serre, l'objectif dont je vous ai expliqué la pertinence tout à l'heure avec ma comparaison avec une couche isolante qui s'épaissit. Et par rapport à cet objectif, les efforts faits jusqu'à présent sont très insuffisants. Encore une fois, on a le cadre, l'accord de Paris, c'est magnifique pour stimuler la coopération entre tous les pays du monde, mais quand on regarde le contenu qui, jusqu'à présent, se trouve dans ce cadre, voilà le tableau que l'on a. Ce qui est montré sur l'axe vertical, ce sont les émissions de gaz à effet de serre en milliards de tonnes par an. La trajectoire en orange, c'est en quelque sorte la trajectoire
avant que l'on ne parle de l'accord de Paris. C'est une trajectoire business as usual qui correspond un petit peu à notre scénario supérieur tout à l'heure, celui qui nous emmène vers des températures de 4 ou 5 degrés supérieures aux températures d'aujourd'hui à la fin du siècle. Vous avez la trajectoire verte qui ressemble très fort à celle que je viens de vous montrer sur la base du rapport du GIEC. C'est celle qui permet de ne pas dépasser 1,5 degré de réchauffement. Et vous voyez qu'elle se dirige très clairement à peu près vers 0 en 2050. On a une trajectoire un petit peu moins difficile à suivre, qui est une trajectoire qui permettrait de ne pas dépasser 2 degrés de réchauffement, la trajectoire en bleu ici. Et les petites lignes blanches ici, ce sont les niveaux auxquels, je simplifie les choses, on arriverait, si toutes les promesses qui ont été faites au moment de l'accord de Paris par tous les pays réunis à ce moment-là étaient réalisées pour cette petite ligne-là 2025 et pour cette petite ligne-là 2030. Et bon, on peut constater qu'effectivement ces petites lignes blanches, elles sont un peu plus bas que la trajectoire orange. Elles sont cependant encore en augmentation, 2030 est plus haut que 2025 encore, et surtout, on est très loin des deux trajectoires inférieures, donc il y a encore énormément d'ambition qui manque, et ce sera un des enjeux de la COP qui va se réunir à Madrid. Ce sera encore plus un enjeu de la COP qui se réunira l'an prochain à Glasgow, parce que ce sera l'an prochain la dernière occasion de resserrer les boulons, de relever le niveau d'ambition avant le début de l'entrée en vigueur de l'accord de Paris. Deuxième élément de solution, je pense qu'il est très important que les acteurs économiques soient mis devant leurs responsabilités beaucoup plus clairement qu'aujourd'hui. Je pense qu'il faudra qu'ils acceptent une décroissance, non pas la décroissance avec un grand D, mais une décroissance des activités liées à l'utilisation des combustibles fossiles au profit d'une croissance, oui, d'une croissance des activités qui vont dans l'autre sens et qui permettent notamment de protéger le climat. Et dans ce contexte-là, je pense que les instruments économiques ont un rôle très important. Je vous assure que je n'ai pas changé une virgule à cette dia depuis 2 ans et demi, donc bien avant les Gilets jaunes. Alors oui, le prix est très important, mais si vous lisez le texte qui est là, je plaidais déjà il y a 2 ans et demi, comme de très nombreux économistes qui travaillent sur ces questions et comme les travaux du GIEC les ont évalués, pour que au moins une grande partie des fonds récoltés par une taxation des produits fossiles qui revient à taxer le CO2 et qui revient à taxer l'utilisation de l'atmosphère comme poubelle, parce que c'est à cela que cela revient, l'utilisation d'une grande partie des fonds récoltés pour financer la réparation de ce qui a été endommagé par la pollution, la transition vers des énergies plus propres, principalement renouvelables, et enfin, last but not least, éviter les effets sociaux sur les plus pauvres, parce que sinon, évidemment, on a ce qu'on a observé en France, notamment, un petit peu en Belgique aussi, une révolte de ceux qui voient qu'on augmente le prix des combustibles fossiles, mais sans offrir d'alternatives et de moyens de faire en sorte que les factures énergétiques n'augmentent pas, alors que c'est tout à fait possible. Pourtant, il y a de nombreux travaux sur le sujet. Quatrième, c'est d'ailleurs lié, c'est simplement attirer l'attention ici dans ce quatrième constat concernant les solutions, que dans le texte de l'accord de Paris, on parle d'ailleurs, et c'est reconnu par tout le monde, en théorie en tout cas, de la nécessité d'organiser cette transition vers un système énergétique notamment qui produit beaucoup moins de gaz à effet de serre et qui protège le climat, de manière à ce que cette transition soit juste. La transition juste, c'est une expression qui est utilisée dans l'accord de Paris, dans le texte de l'accord de Paris. Et à titre d'exemple, il est évident qu'on ne transformera pas, on n'arrivera pas à transformer le système énergétique polonais qui dépend aujourd'hui à plus de 90% du charbon si on n'offre pas des alternatives en termes notamment d'emploi aux mineurs et aux personnes qui dépendent de l'utilisation du charbon aujourd'hui.
Parlant d'énergie, quelque chose qui est très important avant de se précipiter sur le débat comment produire l'énergie dont on a besoin, avant cela, en amont de cela, il est très important de se demander si toute l'énergie que l'on utilise est bien nécessaire, se demander si on ne peut pas accroître considérablement l'efficacité énergétique, diminuer les gaspillages, être plus sobre avec la consommation d'énergie dans tous les secteurs, que ce soit l'industrie, les particuliers, les transports, que sais-je, ce qui demande évidemment de revoir tous les schémas de production et de consommation à toutes les échelles. C'est d'ailleurs quelque chose que le GIEC a quantifié dans son rapport sur les réductions d'émissions, paru en 2014, pour ne pas dépasser, à ce moment-là, on pensait surtout à l'objectif de 2 degrés, ne pas dépasser 2 degrés de réchauffement. Eh bien, un calcul avait été fait dans la littérature, reflétée par le GIEC, à propos de la meilleure manière de changer les schéma d'investissement au plan international. Quels sont les secteurs dans lesquels, si on veut optimiser les dépenses mondiales, on doit investir plus pour protéger le climat et ne pas dépasser 2 degrés à l'horizon 2029-2030. Et on voit que les deux premières priorités, c'est justement l'efficacité énergétique et la promotion des énergies renouvelables, la mise en œuvre des énergies renouvelables, et inversement qu'une décroissance doit avoir lieu dans 2 domaines liés aux combustibles fossiles. Les centrales électriques sans CCS, ce sont les techniques de capture et de stockage du carbone qui permettent d'éviter que le CO2 généré par la combustion du charbon ou du gaz soit émis dans l'atmosphère, et enfin diminution la plus forte du côté de l'extraction des combustibles fossiles, puisqu'on sait aujourd'hui qu'on a déjà à notre disposition bien trop de combustibles fossiles par rapport à ce que l'on peut entre guillemets, encore brûler si on veut véritablement protéger le climat. Efficacité énergétique, s'il y a bien un domaine dans lequel des efforts considérables pourraient être faits avec de multiples bénéfices dans de nombreux secteurs, c'est le domaine du bâtiment, où on peut améliorer fortement l'isolation, la performance énergétique et donc la rénovation thermique des bâtiments, la construction dans certains cas de nouveaux bâtiments avec des normes très très strictes. C'est vraiment un domaine dans lequel énormément de résultats peuvent être atteints. C'est d'ailleurs aussi le sujet d'une autre lettre de la plateforme wallonne pour le GIEC dont je vous ai parlé tout à l'heure, Réconcilier habitat et climat, et elle se trouve aussi sur le site en question. C'est un domaine dans lequel j'ai essayé avec mon épouse d'être le plus cohérent possible. Nous avons isolé par l'extérieur notre bâtiment pour qu'il soit très performant énergétiquement, malgré que ce soit une vieille maison. On a remplacé la chaudière au fioul par une pompe à chaleur qui est alimentée très largement par des panneaux photovoltaïques. Ceci, c'est l'isolation par l'extérieur, une partie des panneaux photovoltaïques. Et donc, nous sommes quasiment décarbonés en ce qui concerne non seulement le chauffage, mais une grande partie de notre mobilité, puisque ma petite voiture électrique est rechargée par cette électricité-là aussi. Justement, parlant de mobilité, je pense qu'il faut le plus vite possible donner beaucoup plus de place aux piétons, aux vélos, avec les infrastructures nécessaires, au transport public, de manière à ce que la place de la voiture individuelle dans nos sociétés, particulièrement dans les villes, diminue. Et les véhicules individuels qui sont encore nécessaires, il faut le plus vite possible les électrifier. Si on ne sort pas des voitures thermiques, on va continuer à avoir des émissions de CO2 et de particules fines pendant très longtemps. Aussi, tant qu'on parle de mobilité, il est important d'essayer de voler le moins possible en avion parce que c'est très polluant. Et pour ma part, je ne voyage en avion que professionnellement et encore quand c'est vraiment indispensable. Enfin, je suis presque au bout, parce que je voudrais vraiment qu'il y ait du temps pour le dialogue, je suis presque au bout de mon exposé. Un domaine dans lequel des changements possibles sont rapides, c'est le domaine de l'alimentation. On sait que la consommation de viande qui vient de ruminants, la viande rouge, est non seulement pas très bonne pour la santé, de la vie du corps médical, mais aussi très génératrice d'un puissant gaz à effet de serre, le méthane, aussi très génératrice de déboisement caché, parce que bien souvent ce bétail est alimenté par du soya
qui est du soja qui est cultivé dans des terres qui ont été déboisées en Amazonie de l'autre côté de l'Atlantique, et donc manger moins de viande rouge. Et si on en mange encore, de manger de la viande qui a été produite localement dans de bonnes conditions, avec le moins possible de produits chimiques et certainement pas de nourriture qui vient de l'autre côté de l'Atlantique, c'est bon pour le climat et c'est bon pour la santé. Enfin, je voudrais attirer l'attention sur le fait que s'il y a un cheval sur lequel on doit miser sur le long terme en termes d'énergie, c'est bien le soleil et tout ce qui en dépend. Après tout, toutes les 2 heures, le soleil nous fournit l'équivalent de ce qui, toutes énergies confondues, est utilisé dans le monde. Toutes activités confondues également. Donc avec ce chiffre-là, cette comparaison, on sait le cheval sur lequel on doit miser sur le long terme. Après tout, c'est un réacteur nucléaire à fusion, une technologie qu'on n'est pas encore arrivé à maîtriser réellement sur Terre, qui gère ses déchets nucléaires tout seul à 150 millions de kilomètres d'ici, qui le fait sans nous déranger depuis plus de 4 milliards d'années, qui le fera probablement encore quelques milliards d'années sans problème. Et donc, s'il y a une source d'énergie sur laquelle je pense qu'il faut miser, c'est celle-là. Je voudrais conclure en attirant l'attention sur l'intérêt de placer la lutte contre les changements climatiques dans le contexte plus large des objectifs de développement durable. Les 17 objectifs de développement durable qui ont été adoptés par l'ONU juste avant l'accord de Paris, 17 objectifs qui comprennent un objectif concernant le climat, l'objectif numéro 13, mais toute une série d'autres objectifs comme l'élimination de la pauvreté, une bonne santé pour tous, une bonne éducation pour tous, etc. Toute une série d'objectifs qui sont détaillés dans les documents des Nations Unies. C'est un contexte grâce auquel il est possible de lutter contre les changements climatiques en dégageant toute une série de synergies dans d'autres domaines et ça facilite l'action. Aujourd'hui, nous avons le choix. L'humanité a le choix de rester sur la trajectoire actuelle, auquel cas on se retrouve à la fin du siècle dans le monde décrit ici, avec des températures qui dépassent de 10 degrés les températures actuelles du côté de l'Arctique et du nord de l'Europe, avec énormément de souffrances humaines et d'écosystèmes qui disparaissent, ou si nous arrivons à nous trouver sur la trajectoire qui permet de ne pas dépasser 1,5 degré de réchauffement, donc un certain réchauffement, mais beaucoup moins important que dans le premier cas, nous pourrons, et quand je dis nous, c'est surtout en fait nos enfants et nos petits-enfants, vivre dans un monde qui reste très largement habitable. Ce qui me donne de l'espoir, ce sont justement les jeunes qui vivront dans ce monde-là à la fin du siècle et qui, pour beaucoup d'entre eux en tout cas, sont inspirés par Greta Thunberg, que j'ai eu l'honneur de rencontrer à la COP24 il y a un an. Et j'ai malheureusement dû la défendre dans une tribune publiée dans Le Monde il y a quelques semaines. Je pense qu'elle dérange comme la vérité, c'est un peu comme le film d'Al Gore, Une vérité qui dérange, le film de 2006. Greta a été attaquée de manière tout à fait indécente, alors que ce qu'elle dit est très largement basé sur les rapports du GIEC qu'elle connaît beaucoup mieux que beaucoup de décideurs politiques qui la critiquent. Justement, à l'intention des jeunes qui ont manifesté ces derniers mois dans les rues du monde entier, ils étaient tout de même 7 millions en septembre dernier, je ne sais pas combien ils seront vendredi prochain lors de la nouvelle grève à laquelle Greta a appelé pour le 29 novembre, j'ai écrit avec mon équipe une lettre d'information sur un rappel, à propos d'un rappel des bases scientifiques du problème auquel nous faisons face, avec 4 pages de ressources pour le monde de l'enseignement et les étudiants. Et donc, si vous voulez, vous aussi, approfondir certains des concepts que j'ai explorés ce soir, je vous invite à télécharger la lettre en question et aussi à vous abonner aux suivantes. Le dernier numéro de la lettre est consacré au rapport spécial sur les océans et le niveau des mers qui a été publié il y a quelques semaines par le GIEC. J'ai aussi écrit un livre sur le sujet qui approfondit évidemment davantage que ce qu'on peut faire en une lettre. Et voici enfin une liste de quelques sites web. Peut-être que le seul à noter, c'est le deuxième, climate.be/vanip. C'est celui sur lequel, d'ici quelques jours, parce que je suis en retard, donc ce ne sera pas tout de suite, toutes les dias que je vous ai montrées
ce soir seront disponibles. Le premier site mentionné ici, c'est le site du GIEC sur lequel vous pouvez aussi trouver l'intégralité des rapports du GIEC si vous voulez retourner aux sources. Merci beaucoup pour votre attention et maintenant je suis à votre disposition pour essayer de répondre à quelques-unes de vos questions. Je voulais vous parler d'un fait que j'ai constaté. Il y a une dizaine de jours, le week-end, j'ai ramassé les feuilles mortes parce qu'on est en automne, j'ai utilisé un râteau à gazon. Ça marche très bien, c'est solide, ça coûte pas cher, ça fait pas trop de bruit, ça pollue pas. Et je vous avoue que quand je vois des souffleurs thermiques... je partage votre sentiment. Voilà. Je ne vais pas vous lister tous les inconvénients de ça, et pourtant on continue à en vendre. Voilà. Alors, en solution supplémentaire, j'évoquerai éventuellement essayer de ne pas être stupide par rapport à ce qui se passe. Merci pour ce rappel, et peut-être que votre première remarque me donne l'occasion d'attirer l'attention sur peut-être le moyen d'action le plus puissant que nous avons tous, et c'est un moyen d'action qui ne coûte rien. C'est l'utilisation de notre pouvoir d'interpellation. Vous venez non pas de m'interpeller à propos des souffleurs de feuilles, mais de toute façon, si vous l'aviez fait, j'aurais été tout à fait incompétent, surtout que je ne suis pas lillois, mais je vous invite tous à interpeller tous ceux qui ont une parcelle de pouvoir supérieure à la vôtre, et nous sommes tous dans une situation où au-dessus de nous, quelque part, il y a quelqu'un ou plusieurs personnes même qui ont des parcelles de pouvoir plus grandes que les nôtres. Interpellez-les, mettez-les devant leurs responsabilités et demandez-leur s'il est bien raisonnable en 2019, dans cette crise environnementale à laquelle nous faisons face, d'utiliser encore telle ou telle manière de faire, que ce soit une technologie ou que ce soit autre chose. Donc je vous invite à utiliser votre pouvoir d'interpellation. C'est gratuit et c'est souvent très puissant. Bonsoir, Florian Ries, ingénieur dans le gaz renouvelable. Merci beaucoup pour cette présentation. J'avais deux questions pour vous. La première, vous parliez effectivement, à juste titre, de la taxation ou en tout cas d'impacter économiquement les énergies fossiles. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de chiffrer les externalités négatives de ces combustibles fossiles? Et la deuxième question, qui est par rapport au niveau de température dont on parle souvent. Alors effectivement, pendant longtemps, on nous a parlé des 2 degrés. Ensuite, après la COP21, c'était 1,5. J'ai entendu, et j'aurais bien aimé avoir votre confirmation par rapport à ce fait-là, que 2 degrés serait le niveau limite au-delà duquel on ne serait plus capable de contrôler la hausse des températures à cause des phénomènes naturels d'amplification de la température. Voilà. Est-ce que vous sauriez me confirmer ça ou me dire si c'est un autre niveau ou si c'est pas du tout ça? D'accord, merci. Alors, sur votre première question, donc chiffrer les externalités négatives, d'abord peut-être expliquer pour ceux qui ne connaîtraient pas ce terme, ce que cela veut dire, c'est donc chiffrer le coût des dégâts qui sont générés dans tous les domaines, en quelque sorte, par l'utilisation des combustibles fossiles. Donc si on sait que l'utilisation aujourd'hui, ou plutôt l'émission aujourd'hui de 40 milliards de tonnes de CO2 a tels et tels effets en termes d'inondations, de vagues de chaleur, de décès supplémentaires, d'écosystèmes perdus, etc., on peut demander aux économistes de l'environnement d'essayer de donner une valeur à ces dégâts. On divise cette valeur par 40 milliards. Je caricature un peu les choses, c'est pas si simple que ça, mais enfin, le concept est tout de même celui-là. On divise ce coût des dégâts par 40 milliards et on a un coût de ce qu'on appelle les externalités négatives, parce que c'est un coût et pas un bénéfice, pour chaque tonne de CO2. Alors, je ne suis pas économiste de l'environnement, donc je ne suis pas la meilleure personne pour commenter ce sujet-là, mais je vais citer un économiste de l'environnement qui a aussi été coprésident du groupe 3 du GIEC quand j'étais vice-président du GIEC, et qui a, il y a quelques jours, estimé dans une interview que le prix par tonne de CO2 devrait être au minimum de 200 ou 300 euros par tonne de CO2 pour
être efficace par rapport à l'objectif de 1,5 degré. Donc on est dans ces eaux-là, dans cet ordre de grandeur-là. Alors sur votre deuxième question, je vais peut-être contribuer à vous rassurer un petit peu, parce que je ne pense pas qu'il y ait une limite comme celle-là qui soit... que l'on puisse exprimer de cette manière-là, en tout cas, hein, qu'au-delà de 2 degrés, on aurait un système qui s'emballerait et par rapport auquel on ne pourrait plus rien faire. Bien sûr, le GIEC l'a montré dans son rapport de l'an dernier et dans d'autres rapports précédents, chaque demi-degré compte, hein, et donc avec 1,5 degré de réchauffement, on a des impacts significativement plus importants que pour le degré de réchauffement que nous avons déjà maintenant. Si on rajoute encore 1 demi-degré, qu'on arrive à 2 degrés, on a encore toute une série d'impacts supplémentaires et l'augmentation est plus grande, il est vrai, que pour l'augmentation de 1 demi-degré précédent, donc il y a une certaine accélération, c'est vrai, mais ce n'est pas pour autant que si on passait de 2 degrés à 2,5 degrés, que ce serait la fin du monde. Et que le système deviendrait ingérable. Oui, bien sûr, un des phénomènes qui risque de s'accélérer, c'est la fonte du pergélisol dans les régions arctiques, le permafrost, et donc la libération du méthane et du CO2, parce qu'il y a les deux qui sont contenus dans le pergélisol, mais ce ne sont pas des quantités, ce sont des quantités importantes, mais ce ne sont pas des quantités de gaz à effet de serre qui seraient libérées si rapidement que cela. Hein. Donc cela aggraverait le problème, d'accord, mais ça ne le transformerait pas en une réaction en chaîne tout à fait impossible à maîtriser. Donc il y a toutes les raisons de souhaiter que l'on n'aille pas vérifier ce que je viens de dire, d'accord, mais je ne suis pas personnellement convaincu, en tout cas, qu'il y ait vraiment un seuil qui soit à ce niveau-là pour arriver à un moment où le climat ne soit plus maîtrisable. Et en tout cas, ce qui est très clair aussi, c'est qu'on n'est pas du tout, contrairement à ce que parfois certains disent, dans une situation où on pourrait aller vers un climat à la Vénus, avec des températures comme celles qui règnent sur Vénus. Ça, c'est tout à fait en dehors des possibilités sur la Terre. On est beaucoup plus loin du Soleil que Vénus. Vénus a quasiment 99% de son atmosphère qui est constituée de CO2. Nous sommes à 0,04%, parce que 400 ppm, c'est ça que ça veut dire en pourcentage. Donc on est très loin d'une situation à la Vénus. Donc peut-être sur ce point-là, je vous ai donné un élément d'information rassurant. Beaucoup d'énergies nouvelles, renouvelables, sont intermittentes. Hein, l'alternance jour-nuit, le manque de vent, etc. Ouais. Alors comment peut-on mieux régler le problème du stockage de l'électricité, hein, puisque l'électricité paraît être la forme d'énergie souhaitable? Alors, c'est un tout petit peu en dehors de ma spécialité, puisque je suis climatologue et au départ modélisateur du climat. Je ne suis pas énergéticien, mais tout de même, ça fait 40 ans que je parle à beaucoup de monde. Et donc, il y a différentes manières. On peut stocker de l'énergie potentielle dans des barrages en remontant de l'eau quand il y a un surplus d'électricité, par exemple, et en la laissant redescendre quand on en a besoin. On peut fabriquer de l'hydrogène. Hein. Il y a quand même de grands projets d'îles éoliennes en mer du Nord, hein, où sur une île artificielle, on place toute une série d'éoliennes qui vont fabriquer du courant électrique et qui parfois vont en fabriquer plus que ce que le système électrique ne peut absorber. Et on installe sur cette île artificielle une installation de fabrication d'hydrogène à partir de cette électricité supplémentaire. Et cet hydrogène, on l'utilise pour faire tourner des moteurs qui, alors, eux, ne dégagent que de la vapeur d'eau. Hein, parce que quand on brûle de l'hydrogène, le résultat, c'est de la vapeur d'eau. Donc, voilà déjà deux techniques. Il y a évidemment les batteries. Avec l'électrification d'une partie de la mobilité individuelle,
on va à un moment donné avoir une capacité de batterie installée dans le parc de véhicules qui va être très importante, hein, que ce soit dans les véhicules individuels ou dans les véhicules collectifs aussi, hein, puisque en Chine, par exemple, il y a des dizaines de milliers de bus qui aujourd'hui fonctionnent sur batterie. Et il y a tout de même pas mal de projets qui visent à utiliser cette capacité très grande de batterie comme ressource pour lisser les fluctuations aussi. C'est une technologie qui n'est pas encore utilisée largement, qui n'est peut-être pas encore tout à fait au point. En anglais, on appelle ça Vehicle to Grid, V2G. Mais c'est une technique où on utilise les batteries des véhicules qui ne roulent pas, bien sûr, et qui sont garés, comme zone de stockage ou de pompage d'énergie au moment où on en a besoin. Enfin, dernière manière de faire que je souhaite évoquer maintenant, mais il y en a sans doute encore d'autres, c'est l'interconnexion. Hein, si on a des réseaux beaucoup plus étendus et beaucoup plus efficaces aussi qu'aujourd'hui de transport d'électricité, eh bien on peut comprendre qu'on peut amener avec moins de difficultés qu'aujourd'hui de l'énergie éolienne produite dans le nord du Danemark ou dans le nord de l'Allemagne vers le sud de l'Europe à un moment où il n'y aurait pas de vent et où ce serait peut-être la nuit, et inversement, à un moment où dans le sud de l'Europe on aurait beaucoup de soleil, aller apporter un excès d'électricité photovoltaïque vers le nord de l'Europe où à ce moment-là il y aurait une baisse dans l'intensité du vent. Je caricature un peu mais c'est l'idée. Et il y a différents projets, dont un grand projet qui est étudié très sérieusement par les Chinois maintenant, de construction d'un réseau électrique mondial qui permettrait alors de tirer parti de la grande diversité que l'on rencontrerait dans la fourniture d'énergie renouvelable, intermittente évidemment, comme vous l'avez soulevé, mais dans toutes les parties du monde. Et ça permettrait de contourner l'obstacle. Il y a aussi la gestion. Là, il y a de nombreuses choses qu'on peut faire, parce qu'on peut aussi gérer la demande. Hein. Donc, par exemple, tous les chauffe-eau électriques qui accumulent de l'eau et qui est de l'eau chaude dans nos maisons, ils n'ont pas besoin d'être alimentés en électricité en continu. Hein. Ils ont besoin d'accumuler de l'eau chaude et ils peuvent le faire au moment où il y a de l'électricité éventuellement excédentaire qui est disponible. Maintenant, pour cela, pour exploiter ce genre de choses, il faut de l'intelligence dans les réseaux, il faut de l'intelligence dans certains équipements domestiques aussi, il faut avoir un Internet des objets qui fonctionne, et il faut que le chauffe-eau puisse savoir qu'il doit fonctionner quand il y a un excès d'électricité solaire, peut-être sur le toit de la maison dans laquelle il est installé, et qu'il doit chauffer cette eau-là, son eau, à ce moment-là, et pas un autre de préférence. Hein. Voilà quelques exemples, mais il y a de nombreuses pistes. Donc bonsoir, je suis en parfait accord avec vous quand vous avez parlé de notre capacité à interpeller, et c'est pour ça que je voudrais vous interpeller, vous, parce que vous êtes quand même le mieux placé pour avoir un impact. Votre capacité d'interpellation est probablement supérieure à celle de quiconque ici présent. Et donc je pense qu'il faut effectivement interpeller les gouvernements, mais il faut aussi leur proposer une solution. J'ai un infini respect pour Greta Thunberg, mais, si vous voulez, mon côté pragmatique me laisse à penser que nous pourrions être la planète entière à manifester, à marcher pour le climat derrière Greta Thunberg. Sans solution, marcher, ça avance à quoi? Preuve en est que quand le gouvernement veut appliquer une taxe sur les carburants, eh bien, ça donne naissance aux gilets jaunes. Donc il y a un problème, il faut vraiment avoir une réponse. Et moi je crois que nous aurons beaucoup de mal à sortir de l'échauffement climatique et des pollutions si nous ne trouvons pas de réponse à l'obsolescence programmée. Alors il y a 20 ans, quand je parlais de l'obsolescence programmée, on se moquait de moi. Hein. Fabriquer fragile exprès pour pouvoir leur faire. Non mais j'étais fou. Or aujourd'hui nous connaissons l'obsolescence programmée et pourtant on fait un peu comme si de rien n'était. Or, il serait très facile de mettre un terme à l'obsolescence programmée, par exemple, en appliquant une garantie minimale de 30 ans sur l'audiovisuel et sur l'électroménager. Le problème, c'est que dans notre système, c'est tout à fait impossible, puisque ça créerait un chômage de masse socialement insupportable. Et donc, nous n'avons pas de solution.
Et il faut donner justement les moyens. Alors, il y a des gens très intelligents qui estiment qu'on peut lutter contre l'obsolescence programmée en faisant des objets conçus pour casser, mais les faire réparables. Or, on sait très bien que nos premiers lave-linges duraient 40 ans. Aujourd'hui, il y en a qui durent 5 ans. Ça veut dire 8 fois plus. Il faut produire 8 fois plus. Il faut épuiser 8 fois plus la ressource. Il faut émettre 8 fois plus de gaz à effet de serre. Et quand je dis 8 fois plus, c'est bien pire que ça, puisque on fait des embouteillages de personnes qui s'en vont produire de l'obsolescence programmée, et on voudrait qu'il y ait d'autres embouteillages que l'on remettrait au-dessus de ça, de gens qui vont réparer les objets conçus pour casser. La logique serait de construire solide et réparable. Donc moi, je voudrais que nous puissions nous rencontrer de façon à ce que je puisse vous proposer une solution tout à fait efficace, puisqu'elle permet non seulement de dissuader, y compris les 10% les plus riches qui émettent 50% des pollutions, de polluer, et qu'elle permet de trouver le financement qui permettra non pas de replanter un arbre ou deux, mais des forêts entières, d'aller dépolluer les océans des plastiques et des pollutions. Tout à fait. Mais je vous invite à m'écrire. Hein. Mon adresse de courriel est là sur la dia et je suis ravi d'être interpellé par vous et de vous rencontrer quand ce sera possible. Une dernière question, mais je vous rejoins tout à fait. Hein. L'obsolescence programmée et lutter contre cela est très important. Oui, toute dernière question. Pour revenir sur la partie en fait, où vous parlez d'imposer une taxe CO2, est-ce que ce serait pas plus judicieux d'imposer un quota par personne, par exemple, de CO2 ? Et puis après, chacun l'utilise à son bon vouloir. Alors, les quotas, c'est le système qui est utilisé, en tout cas pour les grandes entreprises. Dans l'Europe, c'est ce qu'il y a dans le Emission Trading System, l'ETS. Là, ce sont des quotas qui sont attribués aux entreprises. Alors, faire la même chose à l'échelle individuelle, oui, c'est une idée qui est évoquée souvent. Personnellement, je suis à moitié convaincu parce que je pense que ça demanderait un effort extraordinairement... je pense difficile à mettre en œuvre pour aller quantifier l'empreinte CO2 de toutes nos activités et de tous les biens que l'on consomme, alors que si on impose cette taxe en amont du côté des producteurs, il va y avoir un effet sur l'ensemble de l'économie en aval, vu que finalement c'est chez tous ces grands producteurs que nous allons nous fournir pour une très grande partie des biens que nous consommons. Et donc je crois qu'on peut arriver au même résultat d'une manière plus simple en allant plus loin dans la direction dans laquelle l'Union européenne a commencé à aller. Donc, personnellement, je ne suis pas très convaincu qu'un système de quotas individuels fonctionnerait vraiment dans la pratique. Je pense que ce serait une machine à gaz, comme on dit, qui risquerait d'être très, très lourde. Time out, oui, sinon je vais rater mon train. Désolé. Il y a une